Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan. Jordan, salut. Salut. Alors Jordan, merci de venir sur un live LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook. Je fais tout là. Donc bien sûr, cet épisode sera diffusé sur le podcast Les héros de la vente, mais plutôt dans 2 mois. Donc si vous avez la chance d'assister au live, vous allez pouvoir l'avoir en avant-première. Et vous allez pouvoir aussi nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, Jordan, on va commencer. Traditionnellement, je demande aux invités de se présenter. Là, je vais te demander de te présenter de manière originale. Pourquoi les gens gagneraient-ils à te connaître? Oula, ah ouais, là, c'est sacrée question. Et ben, bah, alors du coup, voilà, juste pour faire les présentations un peu de manière basique, Jordan, donc je suis le cofondateur, d'un collectif, spécialisé en growth, qui s'appelle, Bulldozer. Et je pense que la raison pour laquelle les gens, auraient à me connaître, bah, j'essaye de partager un maximum de tips, de contenus et cetera sur, ben, comment développer un business. J'ai une approche et c'est un peu le sujet aussi du podcast d'aujourd'hui sur, globalement la génération de revenus. Donc la génération de revenus, ça englobe, vraiment des éléments de stratégie business, de growth, de vente, de marketing et cetera. Et donc voilà, moi c'est un peu mon point. Et donc le revenu, c'est un on peut le prendre de 2 points d'entrée. C'est le revenu à titre personnel, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de solopreneurs et cetera, et puis aussi au niveau de l'entreprise. Voilà. Ok, ok, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme activité? Donc cofondateur de Bulldozer, et en fait, donc là, moi jusqu'à maintenant, en gros j'étais en charge du marketing et des sales pour, le collectif. Donc collectif qui a été créé, l'année dernière, et on a fait notre première mission en janvier, de cette année. Et là, en fait, je suis en train de passer la main sur la partie sales à Léa, qui fait partie du collectif, pour que moi, je puisse me concentrer vraiment sur la partie marketing et notamment la création de contenu. Donc là, je m'apprête à lancer ma chaîne YouTube, un podcast également, et cetera. Enfin voilà. Ok, bah, on pourra en parler un peu si tu veux. Ouais. Ok, bah écoute, très bien, Jordan. Moi, je t'ai connu à l'époque de Germinal, hein, Ouais, comme beaucoup. comme beaucoup, ouais, quand ça cartonnait et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu offert par Germinal sur les réseaux. Ouais. Je t'ai contacté pour parler d'un sujet. Je fais une petite série d'épisodes sur le growth hacking, donc on va en parler également. Je t'ai contacté pour nous parler un peu des liens qu'on peut faire entre le marketing et la vente. Ouais. Donc, toi, déjà, pourquoi ça t'intéressait de venir échanger sur ce sujet lien marketing-vente? En fait, ça m'intéresse parce que je trouve que bien souvent dans les entreprises, alors là, on va peut-être surtout se concentrer sur la partie B2B, parce que la partie vente en B2C, à part dans certains domaines, mais bon, quand on s'intéresse au domaine du digital, la vente en B2C, elle se fait beaucoup hors de la vente. Enfin, il y a pas de sales et cetera généralement. Mais donc on va se concentrer sur la partie B2B. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui opposent beaucoup marketing et vente. Il y a souvent un peu la guéguerre entre le service, marketing et le service, commercial. Et en fait, bah, moi je trouve ça, assez ridicule, parce que en fait, ce qui fait la clé de la croissance d'une entreprise, c'est notamment la collaboration entre les 2 départements. Et bah, moi, je le vois directement parce que, bah, jusqu'à maintenant, je faisais du marketing. Et en fait, là, bah, depuis le début de l'année, j'ai fait de la vente. Et donc je me rends bien compte de l'impact que ça a. Et il s'avère que, Germinal, quand j'étais le CMO, on avait vraiment une logique, revenu. Donc revenu, j'inclus marketing et vente, où moi je travaillais vraiment en collaboration avec la head of sales, et on essayait vraiment bah, c'était vraiment, vraiment de la collaboration, quoi. Il y avait pas du tout On essayait pas du tout de se tirer dans les pattes ou de tirer la couette, voilà. Et donc, et avec les boîtes qu'on accompagne avec Bulldozer, on est vraiment chaque fois en train d'encourager le fait que marketing et vente, travaillent main dans la main, et c'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet intéressant, quoi. Ouais. Pourquoi, selon toi, il y a un peu comment dire, cette dichotomie entre les équipes marketing et vente? Pourquoi parfois elles se font un peu la guéguerre dans certaines boîtes? Bah, en fait, le truc, c'est
C'est d'un point de vue objectif, en fait. En fait, généralement, généralement, le problème, il vient des objectifs qui sont donnés aux 2 départements. C'est-à-dire que, l'équipe marketing, on va plutôt la challenger sur, des objectifs, très haut de funnel, donc génération de leads. Typiquement, voilà, on va s'arrêter à la génération de leads et les sales, eux, on va les challenger sur la qualification des leads, enfin le closing des leads. Le truc, c'est, les marketeurs, quand ils sont en train de faire en sorte de générer beaucoup de leads et qu'ils sont challengés là-dessus, du coup, on n'est pas en train d'inclure la qualité du lead dans l'équation. Donc moi, en fait, demain, je vais peut-être trouver un truc qui va générer énormément de leads, mais c'est du lead poubelle. C'est, je sais pas, j'ai trouvé un canal en fait qui cartonne, et cetera. Et puis en fait, vu que ma proposition de valeur elle est pas très claire, je vais jouer sur une proposition de valeur un peu fourre-tout, ce qui fait que je vais attirer un peu n'importe qui dans mon funnel. Et puis du coup, ensuite, les sales, ils vont traiter les trucs et ils vont se dire non mais attends, mais le marketing, il est en train de se foutre de ma gueule là. Il m'a envoyé Madame Michu, alors que moi, je veux le CFO d'une boîte de 500 personnes en lead. Et donc, en fait, ça crée un peu une espèce de guerre où le marketing va dire en fait, nous, si on ne génère pas du revenu, c'est pas de notre faute. Nous, notre objectif, c'est de générer du lead et on atteint cet objectif. Donc, c'est le problème des sales. Et les sales disent bah oui, mais nous, en fait, on n'arrive pas à closer parce que le marketing, il fait pas le taf. Voilà. Et donc, en fait, c'est qu'un enjeu d'objectif, d'organisation, de trucs comme ça. Et historiquement, c'est un peu pour ça que c'est la guerre, en fait. Et toi, quand tu étais CMO, tu avais un peu ce rapport-là avec les sales ou c'était Pas du plus tout. ça? Pas du tout. Pas du tout. Et justement, en fait, le truc, c'est que mais en fait, je dirais que, moi, je pense que ça vient aussi alors, je pense que ça vient de 2 choses. C'est un, chez Germinal, on n'était pas une boîte de 500 personnes et donc moi, j'étais très proche du business, forcément. Donc ça, c'est le premier point et le deuxième truc, c'est que, vu que j'étais le premier salarié de Germinal, que j'ai vu toute la croissance de la boîte et cetera, j'ai toujours eu, tout le long de la boîte, la vision sur le revenu de la boîte. Vraiment le revenu, le chiffre d'affaires et cetera. Et donc naturellement, quand j'étais CMO, j'avais un peu ce truc où mes yeux, en fait, ils n'étaient pas tournés sur les leads que je générais pour les sales. Ils étaient tournés vers le revenu que j'étais en mesure de générer pour le business. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à l'issue de Germinal, j'ai voulu entreprendre. C'est parce qu'une des raisons pour lesquelles je pense pour lesquels j'étais vraiment orienté revenu, chiffre d'affaires, et cetera, c'est parce que j'ai un peu cet état d'esprit entrepreneur où je suis vraiment concentré sur le développement du business d'une manière générale et je ne suis pas concentré exclusivement sur mes objectifs. Donc, par exemple, même s'il y avait des choses qui ne me concernaient absolument pas sur du développement produit, sur même des éléments financiers, et cetera, ça m'intéressait. Et je pense que en fait, c'est pour ça que maintenant, dans beaucoup d'entreprises, il y a notamment un CRO, donc Chief Revenue Officer, qui vient être le chapeau de marketing et sales, justement parce que pour vraiment constamment ramener les personnes des équipes marketing et sales sur le fait que l'objectif, c'est pas de générer du lead ou de closer des leads. L'objectif, c'est de générer du business. Ouais, et d'ailleurs, donc du coup, là, tu es dans un podcast très vente, très sales. Oui, Ça va, tu es à l'aise? à l'aise. Bon, très bien. Bah, justement, on va utiliser le temps qui nous est imparti pour voir un peu les pistes de collaboration entre le marketing et les sales. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu es une boîte, tu as ces deux équipes, tu vois effectivement qu'il peut y avoir des tensions, des bisbis. Comment tu peux, quelles sont les pistes pour réconcilier le marketing et la vente dans ton entreprise? Est-ce que toi, déjà, tu as vécu cette situation ou est-ce que tu as plutôt un retour d'expérience de qualité à nous expliquer? Alors, retour d'expérience, en fait, j'ai pas l'accord des boîtes que j'ai en tête, donc je vais éviter de les mentionner parce que je sais Ouais. pas trop comment ils vivraient le truc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est il faut une des clés de réussite sur cette collaboration, c'est de l'envisager le plus tôt possible. Parce que quand on est une boîte de plus de 100 salariés, qu'on a une équipe marketing de 15 personnes, qu'on a une équipe vente de 20 personnes et que jusqu'à maintenant, ça a été la guerre et que d'un coup, on se met à créer un poste de CRO, donc Chief Revenue Officer, et qu'on se met à créer des objectifs qui sont communs pour les deux équipes, etc. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un changement de culture. Ce n'est pas simplement un changement organisationnel, c'est un changement de culture. Et ça peut paraître très bête,
Mais les gens, quand ils sont en train de se faire la guerre 24/24, en fait, on a beau leur mettre à disposition une solution clé en main pour qu'ils arrêtent de se faire la guerre, c'est pas pour ça qu'ils vont arrêter de faire la guerre, parce que ça fait partie de leur culture, le fait d'être en guerre avec d'autres personnes. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre ça en place le plus tôt possible, parce que, bah, au moins, culturellement, il y a pas la guerre entre le marketing et les sales. Juste, c'est comme ça, en fait, on est orienté, résultat, et cetera. Alors après, il y a un autre truc, c'est, une des solutions à ça, c'est d'avoir de la croissance et en fait, le fait d'avoir de la croissance, bah, j'ai mon équipe de 15 personnes, j'ai mon équipe de 20 personnes. Oui, mais en fait, si après 6 mois, cette équipe, elle a doublé et que mes nouvelles recrues, elles sont prises dans cette nouvelle culture du revenu, bah, naturellement, à un moment donné, ces personnes-là, elles vont aussi, transmettre des choses, aux plus anciens et cetera et voilà. Mais, toutes les boîtes n'ont pas la chance d'avoir une grosse croissance donc, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment l'anticiper le plus tôt possible et surtout, maintenant, il y a des petites choses assez bêtes, mais qui font quand même vraiment la différence, du type impliquer l'équipe marketing dans le fait d'être en shadow sur des calls, de sales. Ouais. Ou maintenant il y a des outils, Mojo en France ou, Gong, aux US ou, Aircall, ou Aircall et cetera, qui peuvent permettre aux entreprises, aux équipes marketing de réécouter, en fait, de se faire les replays des calls sales et l'avantage des trucs comme Mojo et cetera, c'est que du coup, le pitch est séquencé sur l'écran. Donc en fait, sur l'écran, on sait que si on veut réécouter la partie pricing, et ben, le logiciel a automatiquement détecté le moment de la discussion qui concerne le pricing. Et du coup, moi, je peux me réécouter uniquement les parties qui concernent le pricing, uniquement les parties qui concernent l'offre, uniquement les objections, uniquement machin. Et donc, travailler sur les objections, et cetera, c'est un super moyen de pouvoir, pour l'équipe marketing, de pouvoir recalibrer son marketing. Et donc, pour en revenir à la question de base qui était la solution, vraiment pour moi, la solution, c'est avoir des objectifs communs. Et ouais. l'objectif commun, pour moi, il y a deux pratiques qui sont intéressantes. C'est soit que l'objectif du marketing il soit le plus bas possible dans le funnel. Donc, typiquement, l'objectif du marketing, ce n'est pas générer du lead ou générer du MQL, si on prend un funnel sales un peu classique, mais ce serait par exemple générer du SQL. Donc le SQL, c'est du lead qui a été validé par un sales en termes de qualité. Donc moi, en tant que marketeur, forcément, si mon objectif c'est de générer du SQL, ça veut dire que forcément, il y a un sales qui va valider mon objectif. Donc ça me force à collaborer avec les sales. C'est-à-dire Ouais. que quand les sales, ils rejettent 80% de mes leads, je suis obligé d'aller discuter avec eux en leur disant pourquoi tu les as rejetés, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient meilleurs, qu'est-ce que, etc., etc. Ouais, et donc là, dans cette pratique de, soumettre un lead à l'approbation d'un commercial, tu vas en fait demander au commercial de scorer le lead, Ouais, c'est ça? Et ça, c'est une ouais, ou pratique qui est, pas forcément évidente, hein, dans les entreprises, hein, bah, en fait, comment en tu fait, fais pour scorer un lead, par exemple? Ça doit correspondre à certains critères, j'imagine? en fait, je dirais que c'est le marketing qui score le lead, mais Mmh. par contre, il le score basé sur du feedback donné par les sales. OK. Donc, moi, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est systématiquement, quand il y a un lead qui est pas bon, je vais reprendre moi mon persona. Alors j'aime pas trop, l'approche persona, mais c'est un peu pour imager le truc, quoi. Mais OK. je vais reprendre mon approche persona, les critères que je m'étais définis pour définir mes sales, mes leads, pardon, et je vais les rediscuter avec les sales. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon persona, c'est ça. Moi, les leads que je vous ai envoyés dans votre pipe, bah, c'est exactement ce truc-là. Vous, vous êtes en train de me dire que ça va pas. C'est quoi l'info qui me manque? C'est quoi l'info que je mets en trop dans mon filtre? C'est quoi les informations que je ne filtre pas assez? Et donc naturellement, les sales, eux, ils vont être en mesure de dire: «Bah oui, mais nous, par rapport à notre taux de closing, en fait, on a identifié que toi, tu te dis que c'est les CFO de plus de boîtes de plus de 250 salariés qui sont, clés pour nous et moi, ce que je te dis, c'est, en fait, c'est pas 250 salariés, c'est 500 salariés». Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Et donc Po moi, je vais savoir que mon persona, ma qualification, mon scoring et cetera, du coup, il évolue. Ouais. Pourquoi tu dis que l'approche persona, c'est pas trop ta tasse de thé? Parce que je trouve que,
En fait, je vais caricaturer, mais c'est un peu ça que j'ai en tête. Tu as des boîtes, leur persona, c'est, oui, mon persona, c'est Stéphane, il a 52 ans, il a 3 enfants, il est marié avec Catherine et il aime faire du rameur pendant son temps libre. Mais moi, cette information-là, j'en fais quoi? Si le gars, il fait pas du rameur dans son temps libre, du coup, il est dans mon persona ou pas? Tu vois? Ouais. Et en fait, c'est un espèce de truc où, bah, naturellement, tu te mets à te poser des questions qui n'ont absolument aucun sens. Ouais, qui te font perdre du temps. Qui vont perdre du Ouais. temps. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime beaucoup plus l'approche job to be done. Tu vois, si on réfléchit en termes de persona, etc. L'approche job to be done, c'est OK, en fait, qu'est-ce que la personne cherche à faire avec mon produit? Pourquoi, en fait, mon produit ou mon service va être une solution à son problème? Et en quoi notre produit, notre service va répondre à son besoin? Et donc, naturellement, tu vas te rendre compte que euh, ton persona un peu idéal, en fait, c'est peut-être plusieurs personas. Tu vois? Et le truc un peu, tu vois, le truc un peu classique, on a dit, je pense que c'est un truc, je vais prendre cet exemple parce que je pense que ça va résonner aussi pour pas mal de personnes. C'est tout ce qui concerne la food en B2B. Tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes qui essayent de faire des offres de livraison de bouffe Ouais. sur ton lieu de travail ou des cantines sur ton lieu de travail ou etc., etc. Et en fait, tu vois, typiquement, ben, si tu prends l'approche job to be done, bah, tu vas commencer à te dire pourquoi est-ce que les gens ils voudraient mettre ça en place. Bon, bah, en fait, il peut y avoir plusieurs solutions. Le truc, c'est oui, moi je veux. Alors, si on prend le truc euh, un peu le truc le plus négatif, on va dire, le plus néfaste, ce serait bah, moi en fait, je veux que les gens ils essayent au maximum de rester sur leur lieu de travail, donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils mangent rapidement, etc. Donc, le fait de leur livrer de la nourriture, bah, ça permet d'aller là-dessus. Ensuite, il peut y avoir un autre job to be done, c'est bah, nous, en fait, on veut absolument encourager que les gens ils mangent ensemble. Et du coup, bah, si on met une cantine dans notre société, ils vont manger ensemble, etc., etc. Et donc là, naturellement, tu vas envisager le fait que bah, ça peut concerner l'office manager, ça peut concerner le RH, ça peut concerner le CEO, ça peut concerner euh, les services généraux, ça peut concerner blablabla. Et on s'en fout que ce soit Christian, qu'il ait 50 ans, qu'il ait 35 ans, qu'il ait un chien et qu'il ait machin. Ça n'a pas d'importance, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu as parlé aussi un peu tout à l'heure donc si je reformule, hein, tu disais le plus possible prendre les équipes pendant leur construction, comme ça tu leur donnes les bonnes pratiques de lien entre marketing, vente, etc. Tu construis une culture en fait de l'échange entre les départements. Si jamais tu as une boîte qui est déjà en place, etc., où effectivement tu as une culture qui est déjà en place, est-ce que toi, avec tes clients, tu arrives à travailler sur ce thème de la culture où moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la culture dans les entreprises, mais c'est difficilement palpable en fait. Enfin, tu peux voir ce que c'est de la culture, mais comment tu travailles ta culture en entreprise? Est-ce que tu as déjà fait ce Ouais. travail-là? Bah, alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de travailler sur ce sujet avec le collectif Ok, en ce moment. Donc, c'est les questions qu'on se pose. En fait, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, mais je pense que la culture, c'est toutes les choses sur lesquelles les gens sont. Putain, comment dire ça? C'est les règles, les valeurs, etc. que tu as pas besoin d'expliquer, mais que les gens ressentent, tu vois? ouais, par exemple, si tu as une culture très télétravail, tu n'as pas besoin de te Voilà, justifier quand tu bosses à Madrid, tu n'as pas besoin de faire une exactement, lettre au RH, etc., parce que c'est dans la culture de la boîte. exactement. Et tu vois, le truc, c'est la personne qui va faire du télétravail, de chez elle, enfin, tu vois, qui habite, à Paris et puis qui se dit: «Ah tiens, est-ce que je peux partir, au Portugal et tout machin?» et qui va dire, au RH, «Oui, bah, voilà, est-ce que je peux partir et tout?» et que le RH lui dit: «J'en ai à foutre». Bah, voilà, en fait, la culture, elle est là, tu vois? C'est ça. Et tu vois, donc par rapport aux sales, bah, le fait d'être, que les seules métriques sur lesquelles tu fais du reporting, c'est le revenu, bah, ça, c'est un élément culturel, tu vois? Ouais. Si jamais quand toi, en tant que marketeur, tu présentes le nombre de leads générés et que ton boss, il te dit: «Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du nombre de leads? Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de revenus tu as généré, en fait». Bah, la culture, elle est là, tu vois? Ouais.
Et d'ailleurs, tu sais, on parlait beaucoup de sales enablement pour faire le lien entre marketing, vente. Bon, ça regroupait aussi la formation, le coaching des commerciaux, Ouais, tous les outils qui leur permettent de performer. Et maintenant, tu as un nouveau terme qui apparaît là, c'est le revenue enablement, oui, où j'ai l'impression qu'en fait, finalement, c'est ce que tu dis, hein, c'est, quels outils, quels process, quelle formation on met en place pour, le revenu ouais. et non plus pour, le sales, ou le marketing et là, effectivement, j'ai l'impression que c'est un nouveau terme. Alors on peut te dire c'est que du blabla, du verbatim, mais en fait non, ça montre où tu mets ta focale. Est-ce que, ta focale dans ton entreprise, c'est le comme tu dis, c'est le revenu ou est-ce que c'est les outils ou les leads et cetera? Et en fait, on en parle beaucoup aujourd'hui en temps de crise, hein, finalement, c'est quand ta boîte fait du revenu, c'est là où ta boîte arrive à affronter les crises. Oui et puis, en fait, le truc, c'est que, moi, je trouve que les discussions sur les outils, généralement, c'est quand même un peu de la branlette, tu vois? Heu, c'est tu vois, enfin, j'ai fait un post, LinkedIn, dernièrement sur le sujet. Dire Bulldozer, on fait 1 million d'euros de revenus en 9 mois. Bon, on a, un mini CRM, un Slack, un Notion et puis basta, quoi. Enfin, tu vois? Et Oui, là, vous avez là, en fait, on est en train de faire un travail sur, l'outillage, mais parce que c'est plus seulement moi qui fais les sales. C'est, maintenant, il y a Léa aussi qui fait du sales et donc, bah, elle, en fait, elle a pas l'habitude de, gérer, c'est une ancienne CRO donc, en plus elle a bossé avec des équipes sales, market et tout donc, voilà, elle a eu de l'expérience avec Salesforce et les machins comme ça, donc tu sais, après c'est là aussi d'un point de vue culture personnelle, c'est un peu particulier de débarquer et de voir que moi j'ai un espèce de truc, complètement pété, mais ça tourne, tu vois? Donc là, on est en train de structurer le machin, mais en fait, on est en train de structurer pourquoi? Parce que on se dit: «Ce qu'on veut, c'est faire en sorte que si demain on a 3 sales, ils débarquent, ils ouvrent l'outil, ils comprennent. Point» et on s'en fout de l'outil, tu vois? Donc moi, tu vois, les discussions sur les outils, généralement, je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, tant que le client, il est satisfait de la prestation, tant que notre taux de closing, il est bon, tant que tout le monde arrive à vivre, je veux dire, point. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est souvent une erreur qu'on peut faire, hein, c'est de perdre énormément de temps dans la comparaison d'outils, et cetera, et cetera. On pense qu'on travaille ou qu'on fait avancer notre boîte, alors qu'en fait, comme tu dis, il faut juste, que l'outil serve ta boîte et non pas l'inverse, quoi. Oui et puis ouais, enfin, les gens, ils se mettent à anticiper des trucs. Je vais faire un post sur le sujet là prochainement parce que je suis tombé sur une femme sur, Twitter, qui conseille, les CEO et cetera, notamment sur ces sujets-là et elle appelle ça le yacht problème. Ce qu'elle OK. appelle le yacht problème, c'est, toutes les boîtes qui anticipent des problèmes, mais qu'ils Effectivement. auront le jour où ils seront sur un yacht. Tu vois, c'est un peu le truc induit de: «Ouais, mais en fait, ce problème de scaling là, attends, viens, on anticipe le jour où on aura 1 milliard de revenus». Elle appelle ça le yacht problème parce que c'est vraiment ce truc de c'est le genre de problème que tu auras une fois que tu seras sur ton yacht et ça ne risque jamais d'arriver, tu vois? Oui, c'est un peu, si on veut prendre une analogie, c'est un peu genre la petite boîte de 2 personnes, qui paramètrent une machine de guerre dans Salesforce, alors qu'il y a pas encore de prospects dans le pipe, quoi. Mais exactement, tu vois? Et où tu vois, le genre de boîte qui vient de lever de l'argent, j'en parlais hier, c'est la boîte qui vient de lever de l'argent et qui vient nous voir, chez Bulldozer en nous disant, «Ouais, moi je veux scaler le business» et je leur dis: «Oui, mais du coup là, vous avez combien de clients? C'est quoi vos canaux d'acquisition?» «Ah non, mais on est au niveau zéro, tu vois? «Mais du coup, tu veux scaler quoi en fait? Je comprends pas». «Bah ouais, mais là, on vient de lever de l'argent donc on peut se permettre de scaler». «Bah non, en fait, c'est pas parce que tu as levé de l'argent que tu as des clients», tu vois? Tu en es la preuve d'ailleurs. Donc ouais, tu vois, c'est un peu ce genre de problématique, que les gens ils essayent d'anticiper et qui servent à rien, tu vois? Ouais. À contrario, quand tu es une boîte qui est en pleine croissance parce que tu as réussi justement à trouver tout simplement, le marché pour ton produit, sur quoi tu te concentres? Alors bien sûr, on va rester dans le focus du marketing et de la vente, mais est-ce que tu as des points comme ça d'attention? Est-ce que tu peux préciser la question? Bah, imaginons, OK, j'ai, donc tu as un client, et cette boîte est en pleine croissance.
Ouais. Et toi, tu vas faire un audit sur ce client, sur le marketing et la vente, et tu vas leur dire: «Attention aux points d'attention, pour que votre croissance, continue, et il faut faire attention à telle chose, telle chose, telle chose», à la fois pour ton département vente et marketing, et peut-être aussi pour l'association entre les 2. Ouais, alors en fait, je pense que on en revient encore une fois à un truc, c'est les objectifs. C'est quoi les objectifs globalement de la boîte? Comment ils se déclinent et cetera et après bon, moi je suis aussi assez fan du côté minimaliste en termes d'objectifs. Donc moi ce qui va m'intéresser quand je vais regarder le market, ça va être mes taux de conversion. Point. Ça va être mes taux de conversion. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est regarder mon taux de conversion au début du funnel. Donc, par exemple, en fonction de mes canaux d'acquisition. Donc, c'est quoi mon taux de conversion c'est quoi mon taux de clic Facebook? C'est quoi mon taux de clic LinkedIn? C'est quoi mon taux de clic tu vois, YouTube? Mon taux de clic machin. Donc, ça, c'est mon taux de conversion en début de funnel. Ensuite, OK, par canal, c'est quoi mon taux de conversion de mes visiteurs en lead? Ensuite, de mes leads en taux de closing. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que si je suis CEO de la boîte, ce que je vais regarder, je vais challenger le marketing sur les SQL, les sales sur le taux de closing. Ensuite, mon équipe marketing, que elle fasse le détail de regarder, OK, ben ça, pour arriver à ce niveau-là de SQL, voilà mon taux de conversion en début de canal, voilà mon taux de conversion sur mon site web, voilà mon taux de conversion machin. Ça, à la limite, c'est leur problème. Moi, je regarde que le SQL. Après, s'ils ont des galères, on peut en discuter, on peut regarder le détail, et cetera. Mais à la limite, c'est pas vraiment mon problème. Et ça, encore une fois, c'est un truc très culturel. Donc ça, c'est les points d'attention. C'est quoi les taux de conversion et c'est quoi les coûts. Tu vois, c'est quoi ton coût par lead, c'est quoi ton coût machin, c'est quoi ta LTV, ton ratio LTV sur CAC, tu vois, un peu des espèces de ratios comme ça. Et c'est tout. Et après, ce qu'il faut, c'est de la simplicité. C'est vraiment simplicité, simplicité. Ouais, et donc là, tu as parlé pour le marketing, quels sont les taux de conversion de tes différents canaux et quels sont les coûts? Et tu peux faire le même travail pour tes ventes, quels Exactement, sont tes ratios entre, le nombre d'appels que tu as fait, le nombre de rendez-vous, exactement, le nombre de ventes et le nombre de on revient aux revenus. Et l exactement, et une fois que tu as fait ça, comme tu dis, tu vas pouvoir traquer, suivre chaque semaine, tes résultats exactement. et faire progresser. OK. Bah, ça, c'est ce que tu mets en place avec tes clients, Ouais, Jordan? OK. ouais, ouais, ouais. Et bon, après, moi, encore une fois, généralement, j'interviens pas sur la partie sales pure. OK. J'interviens sur la partie growth qui s'arrête généralement à la génération de SQL. Ouais. Mais tu vois, le fait de s'arrêter à la génération de SQL, pour beaucoup de boîtes avec lesquelles je bosse, c'est déjà quelque chose de bizarre, tu sais. Parce que le marketing, généralement, il est plutôt sollicité sur la génération de MQL, par exemple. Ouais. Et, en fait, moi, généralement, je leur dis: «Non, mais attendez, venez, on va travailler sur les SQL et vous allez voir que votre revenu, il va augmenter». Juste de faire ça, en fait. Juste de faire ça, votre équipe marketing, vous la mettez sur du SQL au lieu du MQL et vous allez voir que rien que ça va modifier votre revenu, en fait. Et ensuite, moi, c'est vrai que vu mon rôle, je m'intéresse plutôt, je vais rentrer un peu dans le détail par contre du funnel dans sa totalité, à savoir, c'est quoi mes CTR de mes pubs? C'est quoi mon taux de conversion, mon taux de réponse à mes calls d'email? C'est quoi, et cetera, tu vois? Là, je vais commencer à rentrer dans les détails. Je vais par segment d'utilisateurs, je vais regarder les landing pages, je vais regarder le copywriting, je vais regarder bla tu vois? Là, moi, mon rôle, c'est de rentrer un peu dans ces détails-là. Mais ce que je veux dire, c'est, généralement, si on se positionne à un niveau un peu macro, il n'y a pas particulièrement besoin de rentrer dans ces détails et la réalité, hein, c'est que la grande majorité des boîtes, même les trucs les plus simples, elles ne les maîtrisent pas. Parce qu'elles se prennent la tête sur des trucs qui ont ni queue ni tête, qui ont vraiment pas de raison d'exister dans leur boîte. Et en fait, moi, j'arrive en leur disant: «Mais, les bases n'y sont pas là. Qu'est-ce que vous faites en fait? Et vous là, vraiment, vous êtes en train de vous prendre la tête sur des trucs». C'est souvent, c'est un peu la croyance que plus on fait des choses complexes, plus ça veut dire qu'on est fort. Tu vois, c'est Ouais. un peu ce truc-là. Mais c'est vrai que le conseil en entreprise, souvent, tu reviens aux fondamentaux, hein. Et oui, Tu en fait, les gens s'imaginent que plus on fait des choses complexes, plus on est fort,
Alors qu'en fait, c'est mieux on maîtrise ses bases, plus on est fort. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est vraiment une croyance. Il faut que les gens ils sortent de cette croyance. De oui, mais attends, mais moi, Jordan, ce que je veux, c'est faire un espèce de truc en multicanal avec un scrapping de trucs qui me permet de blabla en automatisant mes couilles, tu vois? Non, en fait, tu as juste besoin de reprendre tes propositions de valeur et tes audiences parce que tu es pas au point là-dessus, en fait. Ouais, tu peux avoir la meilleure automatisation, effectivement, bombarder tout le monde, si ton message est pas travaillé, Mais ça oui! ça ne sert à rien. Ouais. OK, très bien, Jordan, on arrive à une trentaine de minutes d'interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, sur ce sujet marketing vente ou on passe aux questions, de la fin? Bah, écoute, je crois qu'on a quand même bien fait le tour, mais vraiment j'insiste juste sur le fait de, pour moi, les éléments clés, c'est, faire simple, se concentrer sur ses taux de conversion et son revenu. Point. Si on veut développer son business, c'est ça qu'il faut faire et c'est tout. Et et après on a il y aura un autre sujet où je trouve que c'est particulièrement adapté, la collaboration marketing et sales, c'est la création des offres. Donc Ouais, ça franchement, ça pourrait être un épisode dédié, mais ça, c'est vraiment un élément, la création des offres en termes de collaboration sales market, c'est magique. ouais. Beh, c'est vrai que alors j'ai fait un épisode qui s'apparente à ça, mais c'était plus sur les études de cas clients. C'est-à-dire comment le marketing va créer des études de cas clients que tu vas pouvoir réutiliser en tant que commercial. Ça fait partie de l'offre, hein. Et effectivement, hier, en podcast, on parlait aussi de la construction de finalement quelque chose sur lequel on passe très vite souvent quand on développe une entreprise, c'est la création de son business model. Alors qu'en fait, ça peut te mettre une boîte à terre parce que ton business model a mal été pensé et, 100. et Et voilà, ça peut te la mettre après à terre, comme ça peut te la faire vraiment avoir une croissance de malade. ouais, Juste parce que d'un côté, tu as une boîte avec une mauvaise offre et de l'autre côté avec une bonne offre. Les 2 seraient capables de proposer exactement le même type de service, qualité égale et cetera. L'offre, elle va te transformer ta boîte et ouais, ça, l'offre, c'est l'élément qui lie marketing et sales. exactement. Et c'est vrai que ça, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, son concurrent. On regarde ce qu'il fait, on fait un peu la même chose, un peu moins cher, ou on va dire que c'est un peu plus premium et on va pas plus loin. Alors qu'il y a certaines boîtes qui se sont construites sur des offres, hyper Complètement. innovantes, hein. Complètement et d'ailleurs, tu vois, donc Léa qui reprend un peu, la partie sales, du collectif, hier, on discutait justement de, où elle me disait, globalement: «Moi, je veux être la meilleure sales du monde et du coup, je suis vraiment en train d'essayer de travailler sur ces trucs-là et tout». Elle m'avait dit comme quoi elle avait mis en place, Salesforce dans sa précédente boîte. Elle m'avait dit: «Mais tu t'imagines pas l'inspiration que j'ai pris des sales de Salesforce où vraiment peu importe ce que je leur disais, peu importe les objections, peu importe blablabla, j'étais pris dans un espèce de rouleau compresseur où toutes les objections, ils arrivaient à les rejeter, tout le machin, les offres, ils les adaptaient, tout était tout le temps parfait. À la fin, tu es obligé de dire oui, tu sais. Et donc ça, vraiment, c'est la clé des offres, tu vois. Ouais, Salesforce sont connus effectivement pour avoir une bonne, académie de vente. Ah Donc bah, elle a en dû, même temps, quand on s'appelle Salesforce, il vaut ouais, mieux, hein. il vaut mieux, ouais. Quand tu démarches en plus, les commerciaux, tes pairs, il vaut mieux, ouais. Ouais. OK, merci Jordan. Bah, écoute, on va attaquer les quelques dernières questions. Tu m'as dit en off que c'est toujours des questions où tu pas trop, tu pas toujours, Ouais, inspiré, mais tu as dû les préparer là. ouais, je les ai préparés du coup. Bon, bah, super. En termes de contenu à conseiller aux auditeurs, en ce moment, tu leur conseillerais quoi? Heu, Bah, sur la vente, ton podcast. C'est gentil. Et puis après, moi je suis très fan aussi sur la partie sales et revenus. Franchement, c'est un peu un sujet revenu, c'est, tous les contenus de Alex Hormozy, Ouais. heu, où voilà, il parle beaucoup justement de la création d'offres, il parle beaucoup de sales, il parle beaucoup de contenu market et cetera. Donc voilà. Ouais, alors c'est rigolo parce qu'on m'en a parlé cette semaine aussi. Alors, lui, c'est marrant parce que, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de bodybuilder moustachu, qui fait des vidéos en short sur son canapé et en fait, le gars, il gère, des business, enfin de nombreux business aux États-Unis. Il a commencé avec des salles de gym
Et là, il est carrément accélérateur pour des grosses boîtes, des grosses startups. Et en fait, il explose depuis 2 mois sur les réseaux parce qu'il a mis en place une stratégie d'inonder la toile sur toutes les plateformes de ses vidéos, de ses TikTok, de ses YouTube. Et ça marche, hein, puisque tu vois, tu es la deuxième personne en quelques jours à m'en parler. Ouais, non, non, mais Ah, il est incroyable. En fait, effectivement, quand la première fois que tu tombes sur une vidéo de lui, tu te dis: «Qu'est-ce que qui ça va c'est être ce que ce gars? gourou un peu bizarre?» tu vois? Ouais, il a Et en un fait, sparadrap sur le nez, voilà, sparadrap sur le nez, sa grosse moustache. moustache, il est en Crocs et en short, débardeur, mec bodybuildé et tout. Mais tu regardes son contenu et tu te dis: «Mais il est beaucoup trop fort». Enfin, c'est voilà. Et un truc, alors là, maintenant, il a une vraie équipe, contenu et cetera, donc ses vidéos sont hyper bien montées, hyper, chiadées et tout. Ouais, Mais moi, du coup, je l'ai connu je dirais en avril, mars ou avril, ouais, et à c'est cette ça. époque-là, c'était vraiment, vidéo, en mode filmé avec sa cam, dans son bureau, et c'est le fond prime sur la forme, et le fond est d'une qualité mais incroyable. Ouais, Et moi, j'ai appris énormément de trucs, et il a notamment un bouquin qui s'appelle, 100 million dollar offers, et qui est incroyable. Donc voilà, je recommande. ouais. Et lui, sa théorie, pourquoi il fait tout ce contenu, ces vidéos, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, hein, mais il explique que ça le rend malade quand il voit, par exemple, heu, un artiste, un footballeur, vendre, il prend l'exemple de The Rock, qui vend une bouteille de whisky, et qui explose les ventes, des bouteilles de whisky. Il prend l'exemple de Conor McGregor aussi, Ouais, de tous ces gens et cetera, qui disent pourquoi ils arrivent à créer des business qui sont tout de suite très rentables. C'est parce qu'en fait, ils ont une communauté de fans. Et il dit: «Et moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que je suis mauvais en business parce que je passe mes journées à réfléchir, à analyser tous les business et cetera, et j'arrive pas à leur niveau». Et en fait, simplement parce qu'il n'y a pas une communauté. Et donc c'est pour ça que depuis 2 mois, il construit sa communauté sur, du contenu, ouais, ça alors, c'est et d'ailleurs, une petite phrase qu'il dit qui est particulièrement intéressante, qui va un petit peu à contre-courant de ce que la majorité des gens peuvent, penser sur la création de contenu, donc on sort un petit peu du cadre des sales. ouais, Mais en gros, ce qu'il dit, c'est: «Beaucoup de gens s'imaginent en créant du contenu que leur objectif, c'est d'être aimé, alors qu'en fait, leur objectif, c'est d'être vu». C'est un truc très bête, mais c'est vraiment la clé. Parce qu'il dit: «Au pire, si les gens ils m'aiment pas, je m'en fous, parce que je sais qu'il y en aura dans le tas, en fait, qui m'aimeront, et en fait, plus j'ai de gens qui me voient, plus peut-être que j'ai des gens qui m'aiment pas, mais surtout plus j'ai aussi des gens qui m'aiment. Donc mon premier objectif, c'est d'être vu. Point». ouais. Et là, après, tu peux effectivement, aller sur des terrains ce que faisait un peu Germinal, hein, mine de rien, 100. c'est-à-dire de clivage, qui engendre, à la fois, bon, des haters, tu en as toujours, mais aussi des gens qui vont, t'adorer parce que tu as un ton différent. Oui, mais en Et plus de ça, tu vois, après ce qu'il faut, tu vois, c'est là où les gens, il faut pas qu'ils interprètent mal les trucs. C'est, quand on est en train de parler de haters, tu vois, par exemple, par rapport à Germinal, bon, on est en train de parler de gens qui hate parce que, Grégoire, une fois, il a dit, «Oui, Shine n'a pas d'ambition à avoir vendu sa boîte 100 millions». On n'est pas en train de, tu vois, oui, c'est pas, on n'est pas en train de faire des commentaires racistes, c'est homophobes ou j'en sais rien, tu vois? c'est pas Andrew Tate, voilà. Voilà, exactement, tu vois? Je veux dire, bon, OK, il y a des haters, machin, il y avait, la tête de Grégoire, placardée partout sur le groupe, Facebook, Nurshid LinkedIn. Je crois que ça va, on peut vivre avec, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, ça peut être un épisode, ça, comment gérer les haters. Je crois que je l'ai trouvé sur les podcasts, il y a des épisodes comme ça, Oui, oui. intéressants. OK, merci Jordan. Il me reste 3 questions. Tu as des outils, toi, aujourd'hui, qui t'aident beaucoup? Tu m'as dit d'être minimaliste sur les outils. Est-ce que tu as des choses comme ça, qui t'aident, Ouais, outils ou routines? alors moi, je suis assez, friand, du côté routine. Ouais, Notamment parce que j'ai une petite fille de 3 ans et que si je veux arriver à passer du temps avec elle et cetera, en fait, il faut, créer des routines. ouais, Parce que c'est difficile d'improviser des trucs un peu comme ça, quand on a, une famille. Mais en gros, côté boulot, moi, je bosse beaucoup sur Notion. OK, En fait, j'ai trois outils vraiment, que j'utilise à fond, c'est Notion, où, je vais mettre toute la communication avec, mes clients, les fiches clients et cetera. C'est là aussi où je mets mon backlog de contenu. Donc dès que j'ai une idée, je mets sur Notion. Après j'ai Apple Notes,
truc de base, tu vois, où je mets mes bilans de meeting, mes notes de meeting, etc. Et après, j'ai Obsidian, où là, je fais de la prise de notes en termes d'apprentissage. Ok. C'est-à-dire, quand je vais lire un bouquin, quand je vais regarder une vidéo sur laquelle je veux retenir des éléments, etc. Généralement, je vais tout noter, tu vois, je vais surligner des trucs que je vais mettre sur mon Obsidian, je vais prendre des notes sur des trucs que je vais mettre sur mon Obsidian. Voilà. Et puis du coup, ça va me servir à créer du contenu ensuite, parce que je fais des liens entre des notes et tout. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté boulot. Puis après, bon, il y a le CRM évidemment, puis le Slack, des trucs un peu, bêtes comme ça. Et après côté perso, Kindle. J'adore le papier, j'adore les bouquins papier, et cetera, mais pour prendre des notes, synchroniser, et cetera, au début, je prenais tout sur papier. Après, il fallait tout que je réécrive sur mon ordi, ça me prenait un temps fou. Donc maintenant, Kindle, tout est synchronisé automatiquement sur mon ordi. Et c'est synchronisé via une appli Kindle, c'est ça? Ouais, alors Ou- en fait, bah, tu vois, je te parlais d'Obsidian. En fait, Ouais. Obsidian, il y a un plugin Kindle Ok, cool. et donc en fait, je connecte ma Kindle à mon Obsidian et toutes mes notes, elles sont automatiquement remontées dans mon Obsidian. Ouais, génial. Bah, c'est exactement ce que je souhaite faire là. Effectivement, je pense au Kindle, pareil que pour toi, parce que je lis des bouquins et à chaque fois les notes, j'écris et ça, Ouais, puis t'oublies, puis t'as les boules, tu te t'oublies. dis: Ouais. «Mince, il y avait des trucs super intéressants dans ce bouquin, je Ouais, m'en souviens plus vraiment et tout», tu vois? c'est ça. Et après, d'autres trucs côté perso, je fais beaucoup de sport. Ça, c'est vraiment un truc qui fait partie de ma routine, donc quasiment tous les jours. Donc après là, niveau app et cetera, j'ai testé plein de trucs. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est moi, j'habite, à la montagne, perché entre Grenoble et Chambéry et du coup, il y a pas de salle de sport et cetera autour de moi. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir, franchement, j'ai testé avoir un coach physiquement. Tu vois, par exemple, là, cette année, j'ai attaqué de faire des sports de combat. Donc je vais Ah dans ouais. une salle de sport tous les vendredis soirs, prendre des cours, de pancrace et le fait d'avoir un coach physiquement qui est là, qui te challenge et tout, bah, en fait, aucune app au monde ne pourra être meilleure que ce truc-là, je pense. Mais étant donné que moi, je suis un peu perché dans ma montagne et que quand je veux faire du sport un peu tout seul et que j'ai pas trop d'idées, bah, les apps, ça aide bien, quoi. Ouais. Et après, petit challenge que je me lance cette année, c'est, bain froid, tous les matins. En fait, il s'avère que du coup, vu que je suis dans la montagne, en face de chez moi, j'ai un bassin. Alors tu sais, c'est, les bassins où les villageois, il y a 100 ans en arrière, ils faisaient Ouais, ouais. ils lavaient leur linge et cetera. Ok, En fait, ouais. moi, je vis dans un village où il y a toujours un bassin comme ça, juste en face de chez moi, tu vois? Il y a l'eau de la montagne, l'eau source de la montagne qui coule dedans et du coup, le matin, je me lance le challenge d'aller me foutre là-dedans. Les gens du Heu, village doivent se dire, oh là là. Bah, non, mais c'est marrant. J'ai des voisins, 1 ou 2 fois qui sont venus me rejoindre parce qu'ils trouvaient ça marrant, et donc ça, tu vois, ça fait partie de ma routine, mais c'est plus un espèce de petit challenge personnel, quoi. Ouais, c'est comment il s'appelle? Il y a un Américain là très connu qui fait ça, qui se jette chez lui, il a une sorte de fosse où il y a très profonde où il y a de l'eau glacée. Tous les matins, il se jette dedans. C'est comment il s'appelle? C'est celui qui fait des conférences là, Hyper Barack aussi. Je vois Bon, c'est pas. pas grave. Je le mettrai en note. Ok, très bien. Est-ce que tu as une compétence que t'as pas, Jordan, que tu aimerais bien avoir? Ouais, rien à voir avec le business, mais j'aimerais bien avoir de grosses compétences artistiques. Ok. Alors, bon, il s'avère que, j'ai fait de la danse pendant des années, j'étais breakdancer, Ah ouais? j'ai été prof pendant des années, j'ai fait de la compète et cetera. Donc on peut dire que c'est un peu artistique, mais c'est très sportif surtout. Mais par Ouais. exemple, moi, je rêverais de savoir faire de la musique, jouer d'instruments. Tu vois? Là, j'ai Tony des guitares Robbins. autour de moi, j'apprends un peu tout seul et cetera, mais par exemple, savoir jouer du piano, mais ça me ferait rêver, tu vois? Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, de toute façon, c'est pas ça. T'es encore jeune, hein, t'as encore le temps de, Ah non, mais de complètement, t'y mais mettre. c'est Hein. exactement ce que je me dis, c'est Ouais. exactement ce que je me dis. Et merci Kevin dans le chat qui m'a soufflé le Tony Robbins, qui est effectivement Ah oui, Tony Robbins, qui, ouais. qui plonge après un sauna dans l'eau glacée tous les matins. Ouais. Sur un documentaire sur Netflix très sympa sur OK, Tony Robbins. Tu vois l'effet gourou, c'est assez impressionnant. ouais. Ok Jordan, bah écoute, on va conclure sur deux questions. Alors une, ce qui va être très rapide, c'est qui me conseilles-tu d'inviter sur ce podcast? Et la dernière, quels sont selon toi les enjeux des 5 prochaines années dans tout ce dont on a parlé, marketing, vente, growth? Est-ce que tu as des choses comme ça que tu vois arriver? Ouais. Alors, qui je te conseille d'inviter?
Léa, avec qui je travaille, qui elle, a été une CRO, et cetera, donc ça complète parfaitement en fait, la conversation qu'on a eue, parce que, elle a vécu de l'intérieur. Elle conseille aussi des boîtes avec Bulldozer sur, comment organiser, des équipes revenues et tout. Léa Vigier et l'ancienne head of sales de Germinal qui s'appelle Audrey Petro, que je trouve, top, c'est une super, super sales et donc je pense que ça pourrait être intéressant de discuter avec elle. Et concernant les challenges, aussi une troisième personne que j'ai pas notée, mais Thomas Rivol. Ok. Thomas Ouais, j'ai Rivol, pris contact avec lui sur ouais, LinkedIn. il est top, il est top. Et en fait, tu vois, tu tu vois, avec, Thomas, d'une certaine manière, sur certains éléments de nos business, on est un peu en train de se marcher dessus. Ouais. Mais on discute ensemble sur, OK, mais comment en fait on peut faire en sorte, au lieu de se marcher dessus, de plus collaborer ensemble, tu vois? Et ça, c'est des personnes avec qui j'adore bosser parce qu'ils sont pas du tout dans cet état d'esprit concurrence, ils sont plus dans cet état d'esprit collaboration. Je pense que c'est un élément clé aussi dans les sales, tu vois? Où le sales est souvent vu comme, la personne qui va te vendre son truc à tout prix, vendeur de tapis, blablabla. Et en fait, de ce que j'ai remarqué, les meilleurs sales, c'est au contraire ceux qui sont beaucoup plus dans la collaboration, et cetera. Et avec Thomas, on partage exactement ce truc-là. Et donc, même si parfois on pourrait être en concurrence, moi je lui partage mes offres, je lui partage machin, lui il fait exactement la même chose. On est en train de voir comment on pourrait collaborer et tout. Et c'est beaucoup plus smart en fait. Et puis c'est beaucoup plus cool. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, troisième personne. Et donc, concernant les challenges, le Web3. Ouais. Le Web3, ça va être un vrai truc. Et une des raisons pour lesquelles ça va être un vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, l'application du Web3 dans la vraie vie, dans la vraie vie des gens, elle est pas facile à identifier. D'ailleurs, on bosse avec un projet en ce moment qui est justement en train d'essayer de craquer ce truc-là, de comment mettre une application Web3 au grand public et faire en sorte que le Web3 ait un vrai impact pour la masse, quoi. Un projet qui s'appelle Lingo. Et en fait, je pense qu'il va y avoir des gros enjeux sur le Web3. Nous, là, on a accompagné pas mal de boîtes sur le sujet, des boîtes Web3, parce que, en fait, maintenant, le Web3, ça y est, les geeks, ils connaissent. Maintenant, c'est comment faire en sorte que le grand public connaisse. Et donc là, il y a un vrai gros enjeu market sales. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche notamment à la décentralisation grâce à la blockchain. Je vois très bien les applications Web3, notamment pour les créateurs de contenu, la rémunération des créateurs de contenu. Tu sais, c'est un gros sujet, je pense, avec le Web3, où finalement, ce sera plus les GAFAM qui vont prendre tout l'argent de la création de contenu, mais les créateurs et même, pourquoi pas, les auditeurs. Mais par contre, dans la vente, j'ai pas encore forcément trouvé d'application, mais ça va venir. J'ai pas encore Mais trop. c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu d'avenir. Ouais, C'est parce qu'aujourd'hui, les enjeux sales, tu les vois pas, ouais, mais ils ils vont ils arriver. vont Ouais, débarquer évidemment, tu vois. ouais, ouais, c'est sûr. Bah écoute, c'est des bonnes réflexions à avoir. Donc, Ouais. dès que je vois ça, ça fera des posts LinkedIn. Tiens. Bah écoute, Jordan, on a fini. C'est bien, on a respecté le timing à 48 minutes. Parfait. Écoute, merci encore. Où est-ce Merci à qu'on peut toi. te joindre, Jordan, si on veut échanger avec toi? LinkedIn. LinkedIn, parfait. Voilà. Donc, donc n'hésitez pas à contacter Jordan si vous avez des problématiques vente, marketing, growth. Cet épisode sera diffusé dans 2 mois sur le podcast L'Héros de la Vente, donc vous pourrez l'écouter ou le réécouter si vous l'avez écouté ce matin. Et écoute, à bientôt Jordan pour d'autres épisodes, de nouvelles aventures, et puis merci Ouais. encore. Merci à toi. À très bientôt. Et à bientôt tout le monde, merci de nous avoir suivis. Salut.